L'homme qui voulait défaire un pays. C'est un titre qui a tout d'un drame politique, n'est-ce pas? Et c'est justement ce qu'on va explorer aujourd'hui. On va se pencher sur une figure politique au cœur d'une expérience totalement inédite en Europe. Alors, imaginez un peu la scène. On est le 3 février 2025. Cette date, elle pourrait bien marquer un tournant, un vrai tournant historique pour la Belgique. Un de ces moments qui redessine complètement la carte politique. Pourquoi? Parce que c'est ce jour-là que l'homme dont le but ultime, l'objectif de toute une vie a toujours été la fin de la Belgique, eh bien cet homme en devient le Premier ministre. Et là, forcément, ça pose une question. Une question que beaucoup de gens se posent, et pas seulement en Belgique d'ailleurs. Comment est-ce que c'est possible? Comment est-ce que le critique numéro 1 d'un État peut finir par en prendre la tête? C'est ce paradoxe incroyable qu'on va essayer de décortiquer ensemble. Allons-y, plongeons au cœur de ce paradoxe. D'un côté, on a le nationaliste flamand pur et dur, celui dont le projet c'est l'indépendance de la Flandre. Et de l'autre, on a le Premier ministre de toute la Belgique. Le même homme donc, qui est censé diriger l'État qu'il veut faire disparaître. C'est quand même assez fou. Pour bien comprendre le personnage, il faut regarder son parcours. Parce que son arrivée au sommet, ce n'est pas du tout un accident. Non, c'est le résultat d'une ascension méthodique, calculée, sur plus de 20 ans. Regardez, en 2001, il est là pour cofonder la NVA. À peine 3 ans plus tard, hop, il en prend la présidence. Et puis 2010, c'est le grand basculement. Son parti devient le premier du pays, un vrai tremblement de terre politique à l'époque. Après ça, il associe son pouvoir local. Il devient maire d'Anvers en 2013, un poste super important. Chaque étape, c'est comme une pierre qu'il pose patiemment pour construire son chemin vers le sommet. Et ça le mène en 2025 à la tête de l'État. C'est une mécanique politique implacable. Mais attention, cette ascension, ce n'est pas juste une histoire de stratégie politique, non. Derrière tout ça, il y a une conviction, quelque chose de très profond. Et il a un mot pour ça, un mot qu'il utilise lui-même, une vocation. Le nationalisme est une vocation. C'est fort comme mot, non? Ça dit que ce n'est pas juste une opinion politique qu'on peut changer. C'est plus intime, presque un appel. Et si on veut comprendre ce qui le motive, c'est vraiment la clé. Et cette fameuse vocation, alors d'où est-ce qu'elle vient? Eh bien, elle ne sort pas de nulle part. Elle prend racine dans une histoire familiale, une histoire assez compliquée et, pour tout dire, très controversée. C'est une histoire qui a, sans aucun doute, forgé sa vision du monde, et ce, dès sa plus tendre enfance. Alors de quoi on parle? D'abord, il y a le grand-père, qui était membre d'un parti nationaliste flamand qui a collaboré. Son propre frère, qui est historien, ce n'est pas n'importe qui, décrit leur enfance dans un milieu anti-belge, d'extrême droite. Le père, lui aussi, était art militant, engagé dans un groupe assez radical. On raconte même qu'il emmenait son fils à des manifs séparatistes alors qu'il avait à peine 3 ans. C'est dans ce bain-là que sa vision du monde s'est construite. Mais bon, l'héritage familial, ça n'explique pas tout. Loin de là. Il faut comprendre que Bart de Wever, avant d'être l'homme politique qu'on connaît, c'est un historien, un universitaire qui a décidé de descendre dans l'arène politique. Et c'est là, dans sa formation intellectuelle, que réside sa vraie force. Il a une sorte d'architecture mentale, de grille de lecture, qui guide absolument tous ses gestes. Et cette architecture, elle a une pierre angulaire, un penseur de référence, Edmund Burke. C'est un philosophe britannique du XVIIIe siècle. Pour faire simple, Burke voyait la société comme un vieil arbre. Un arbre qui a mis des siècles à pousser. On ne l'abat pas comme ça sur un coup de tête, juste parce qu'on a une nouvelle idée géniale. Non, sa philosophie, c'est de protéger cet héritage, cette croissance lente, organique, contre les révolutions brutales, contre les grandes idées abstraites qui font table rase du passé. Et là où ça devient absolument fascinant, c'est quand on regarde comment De Wever utilise cette philosophie pour son propre combat. C'est ça son coup de génie. Il ne dit jamais « je veux faire une révolution ». Jamais. Il présente son projet, le nationalisme flamand, comme une restauration. Ce n'est pas une rupture violente avec le passé, non. C'est un retour logique à ce qui aurait dû être, à un ordre naturel. Il ne vend pas un projet pour le futur, il vend la correction d'une vieille erreur historique. En fait, toute sa rhétorique, on peut la décomposer en 3 temps, c'est très clair. Premier temps, il martèle que la Belgique est une construction artificielle, une sorte d'accident de l'histoire. Deuxième temps, il sort sa casquette d'historien pour raconter la Flandre non pas comme une région, mais comme une nation, une vraie, naturelle, avec des racines profondes. Et enfin, troisième temps, la conclusion logique de tout ça, son projet, le nationalisme, eh bien ce n'est pas une révolution, c'est juste un retour à la normale. Ok, donc là on a l'homme, on a son histoire personnelle, on a sa base intellectuelle. Maintenant, la question c'est, concrètement ça donne quoi? Comment tout ça se transforme en un plan d'action? Et vous allez voir, c'est un plan radical. Un plan qui pourrait absolument tout changer. Le point de départ de De Wever, son diagnostic, il est simple, presque brutal. Pour lui, la Belgique, ça n'est pas un pays. C'est la cohabitation forcée de 2 démocraties complètement différentes. Point. C'est ce postulat de départ, cette affirmation, qui sert de fondation à tout son édifice politique. Et sa solution face à ce diagnostic, elle a un nom,
le confédéralisme. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Eh bien, ça veut dire vider l'État central de presque tout son pouvoir. La sécurité sociale, les impôts, l'emploi, hop, tout ça serait transféré aux régions, à la Flandre et à la Wallonie. Au centre, il ne resterait plus qu'une sorte de coquille vide avec quelques compétences symboliques, comme la défense par exemple. Et pour faire avancer ce projet institutionnel, il y a un moteur économique très très puissant. L'objectif est chiffré, il est sur la table, et le chiffre, il est vertigineux. 23,3 milliards d'euros d'économies à réaliser d'ici 2029. On est bien d'accord, là on ne parle plus d'un petit coup de rabot budgétaire, c'est une remise à plat totale du rôle et de la taille de l'État. La question c'est comment on fait passer un truc pareil quand une bonne partie du pays n'en veut absolument pas? Et c'est là qu'on touche au cœur de sa méthode, à la partie la plus controversée, ce qu'on appelle la stratégie de la tension. L'idée, elle est simple et redoutable. C'est d'utiliser le pouvoir de l'État fédéral pour l'assécher financièrement. Mettre en place une politique de droite très dure, coupée dans les budgets, pour rendre la situation actuelle intenable. L'objectif caché, c'est de mettre les francophones, et surtout la Wallonie, dans une situation si difficile qu'ils n'aient pas d'autre choix que de venir négocier la séparation eux-mêmes. Et tout ça, ça nous amène à aujourd'hui, à la situation actuelle. Et ce qui est en train de se jouer, au fond, c'est une immense partie de poker. Une partie à très très haut risque. Et la mise sur la table, c'est ni plus ni moins que l'avenir de la Belgique. Il y a une chose essentielle à comprendre. Pour Bart De Wever, être Premier ministre, ce n'est pas le but final. Ce n'est pas l'aboutissement d'une carrière, non. C'est un outil. L'instrument parfait. C'est le cockpit, le poste de pilotage, d'où il peut enfin organiser méthodiquement le démantèlement de la machine. Finalement, Bart De Wever, c'est un paradoxe ambulant. C'est un révolutionnaire qui agit comme un conservateur. Son but, il est radicalement révolutionnaire, la fin de la Belgique telle qu'on la connaît. Mais sa méthode, elle, est tout le contraire. Elle est lente, graduelle, presque conservatrice. Il ne parle pas de grand soir, de barricades dans la rue, pas du tout. Son plan, c'est d'utiliser les propres outils de l'État belge, son budget, ses lois, ses réformes, pour le vider de sa substance, de l'intérieur, patiemment, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Ce qu'il propose, c'est une véritable thérapie de choc. Une stratégie pensée pour obliger le pays à faire un choix, à sortir de l'ambiguïté. Alors avec lui aux commandes, la question est posée de la manière la plus directe possible. Est-ce que son action va mener à la fin de la Belgique? Ou est-ce qu'elle pourrait, par un étrange retournement de l'histoire, provoquer son renouveau? Et en fait, il n'y a pas vraiment de juste milieu. Il y a deux grandes routes possibles. D'un côté, le scénario 1, son plan marche. Ces réformes rendent la cohabitation tellement difficile, surtout pour les francophones, qu'ils finissent par craquer et venir à la table des négociations pour acter une forme de séparation. Ça, c'est son but. Mais il y a le scénario 2, l'effet boomerang. C'est le risque que son programme politique soit si dur qu'il provoque un tel rejet qu'il finisse par unir tous ses opposants. Et que cette union, paradoxalement, finisse par renforcer cet État belge qu'il a passé sa vie à vouloir détruire. Le prochain chapitre de l'histoire de ce pays est une page blanche, et aujourd'hui absolument personne ne peut dire ce qui va y être écrit.